Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de remettre au clair en fait la méthode pour traiter l'exercice avec des ALI. Alors là on va vraiment voir le modèle de l'ALI idéal, quel type de modèle on utilise dans l'exercice, et puis on verra comment exprimer V+, et V-, donc les tensions bandes de l'entrée inverseuse et non inverseur de l'ALI. Suivront ensuite deux autres vidéos qui traiteront d'exercices type. Le premier qui traitera sur les oscillateurs électroniques, et puis le deuxième qui traitera des comparateurs et hystérésis. Alors commençons par le modèle de l'ALI idéal, qui est un modèle en fait qui nous permet de traiter l'exercice avec ALI en faisant des hypothèses par rapport à un ALI réel. Donc tout d'abord sur l'ALI, alors ce dont on a besoin, c'est de savoir qu'il y a une entrée inverseuse, moins, dont on exprime le potentiel V- par rapport à la masse, un courant d'entrée I-, et idem ce qu'on appelle l'entrée non inverseuse plus, potentiel V+ par rapport à la masse, et puis courant I+. Alors ce qu'on va appeler la tension différentielle epsilon, ça correspond tout simplement à V+ moins V-. Et puis on considère la tension de sortie, Vs, prise à la sortie, et le courant de sortie, Is. Alors tout d'abord, les deux hypothèses principales sur le modèle de l'ALI idéal par rapport à un ALI réel. La première hypothèse, c'est qu'on considère la résistance d'entrée infinie. La résistance d'entrée, c'est tout simplement la résistance entre les entrées plus et moins. Alors cette hypothèse de résistance infinie, ça nous permet de dire que les courants d'entrée I+ et I- vont être nuls. Alors pour un ALI réel, la résistance d'entrée est de l'ordre de 10 puissance 12 ohms. Donc prendre une résistance infinie, c'est plutôt assez légitime, hein, puisque de toute façon, même dans l'ALI réel, les courants d'entrée seront excessivement petits. La deuxième hypothèse, c'est qu'on néglige l'effet du slew rate. Alors le slew rate, qu'on appelle aussi vitesse limite de balayage, ça nous dit tout simplement que sur un ALI réel, la tension de sortie ne peut pas varier de plus de quelques volts en microseconde. Alors typiquement, on prend la valeur en général de 16 volts par microseconde. Ici, le fait qu'on néglige cet effet-là, ça nous dit que la tension de sortie peut varier en fait instantanément. La tension de sortie peut varier instantanément. On néglige complètement cet effet-là. De façon instantanée. Ok. Donc voici tout simplement les deux hypothèses qu'on utilisera dans l'exercice de l'ALI idéal. Dans tous les exercices, de toute façon, on considère ce modèle-là, on n'a pas trop le choix. Ensuite, un ALI fonctionne selon deux régimes. Régime linéaire ou régime saturé. Alors déjà, dans quel cas on va être en régime linéaire? C'est tout simplement si on a une rétroaction négative, c'est-à-dire entre la sortie et l'entrée inverseuse, et on rajoute que Vs doit être inférieur à Vsat en valeur absolue, c'est-à-dire on n'aura pas de saturation en tension, et de même, Is doit être inférieur à Isat, on n'aura pas de saturation en courant. Vsat, c'est de l'ordre de entre 12 et 15 volts, et Isat, c'est de l'ordre de 40 mA. En fait, ça correspond aux tensions et au courant max que la LI peut fournir en sortie. Alors, deux possibilités sur le régime linéaire. Soit on considère V+ égale V-, c'est-à-dire epsilon égale 0. Donc ça, c'est si vous avez l'hypothèse de gain infini. Okay, c'est des mots-clés que vous retrouvez dans les énoncés. Si vous avez cette hypothèse d'ALI de gain infini, vous considérez V+ égale V-. Soit, deuxième solution, vous considérez que V bar S va être égal à mu0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, oméga étant la pulsation de l'entrée, fois epsilon bar, avec du coup mu0 qui vaut 10 puissance 5, c'est un ordre de grandeur typique 1, et oméga C qui vaut 100 radians par seconde. Alors à quelles conditions vous utilisez plutôt ce modèle-là? C'est si vous avez, hop, donc là c'est les mots-clés, ALI de gain infini, V+ égale V-, et là c'est si vous avez ALI du premier ordre. Okay, on considère en fait le modèle de l'ALI qui se comporte comme un filtre passe-bas du premier ordre, ce qui est assez proche du modèle réel. Et donc on considère ici en particulier la réponse fréquentielle de l'ALI. Ensuite, pour le régime saturé, à quelles conditions là? C'est si on a une rétroaction positive ou pas de rétroaction.
Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser mathématiquement en régime saturé? Ben, on a soit Vs, tension de sortie, qui vaut plus la tension de saturation. Alors ça, c'est simplement si V+, supérieur à V-, c'est-à-dire epsilon positif. Ou alors on utilisera Vs égale à moins Vsat, si V+, inférieur à V-, pardon, ce qui correspond à epsilon négatif. Donc ça correspond au régime saturé. Alors quel modèle utiliser en fait entre le modèle de gain infini, le modèle d'Ailey du premier ordre, etc. Eh bien, par défaut, on considère un Ailey idéal de gain infini. Alors, Ailey idéal, ce sera presque toujours précisé dans les sujets, de toute façon, puisqu'on ne sait pas faire l'exercice sans ce modèle-là. Le gain infini, c'est pas toujours précisé, mais en fait, vous allez l'utiliser par défaut, et vous utiliserez le modèle du premier ordre uniquement si on vous le dit de façon explicite dans l'énoncé. Ok? Voilà pour les différents modèles. Alors maintenant, comment exprimer V+ et V-? Alors, il y a deux méthodes principales. La première méthode, c'est le pont diviseur de tension. Alors, à quelles conditions on a le droit d'utiliser le pont diviseur de tension? C'est si la tension cherchée, V+ ou V-, est directement celle aux bornes d'un dipôle. Je vous ai mis ici un exemple d'Ailey avec une rétroaction positive. Bon, peu importe, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer V+. Et l'idée, c'est que ici, V+, c'est directement la tension aux bornes du condensateur. Donc, on va pouvoir appliquer le pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension, je vous rappelle, tout simplement, V+. Alors, on va se placer en complexe parce qu'on a une impédance complexe. Ce sera Z bar C divisé par R plus Z bar C fois V bar S. En remplaçant Z bar C par son expression, c'est-à-dire 1 sur JC oméga, on obtient 1 divisé par RJC oméga plus 1 fois V bar S. Donc l'intérêt du pont diviseur de tension, c'est que c'est extrêmement rapide, mais il faut faire attention à ne pas l'impliquer dans n'importe quelle situation. La méthode 2, qui est celle qu'on utilise si on ne peut pas faire un pont diviseur de tension, c'est la loi des nœuds. Alors en termes de potentiel, là aussi, il faut passer en complexe si on a des impédances complexes, c'est-à-dire un condensateur ou une bobine. Alors pour la méthode, il y a 3 étapes. Vous commencez systématiquement par la loi des nœuds. Ensuite, vous remplacez les courants qui apparaissent dans la loi des nœuds par les tensions en utilisant les lois d'Ohm aux bornes des impédances complexes. Et puis enfin, vous remplacez les différentes tensions qui sont apparues en appliquant des lois d'émail, tout en faisant apparaître le potentiel du nœud, qui est ce qu'on va chercher à exprimer. Alors prenons tout de suite un exemple pour appliquer cette méthode-là. Donc je vous ai mis un nouveau montage, donc ce coup-ci rétroaction sur la borne moins, peu importe, on va essayer d'exprimer V-. Ici, V-, c'est la tension, non pas aux bornes de R simplement, mais aux bornes de R et du générateur de tension V0. Okay? Donc on ne peut pas appliquer le pont diviseur de tension. Donc on va appliquer la loi des nœuds. Alors on va commencer par appeler les différents courants. Donc là je vais avoir IR, IC, I-. Donc l'étape 1, la loi des nœuds, ça nous donne IR égale à IC plus I-. Et c'est là où le modèle d'Ailey utilisé est important. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un Ailey idéal. Donc I- égale à 0. Ailey idéal. Ensuite, deuxième étape, je vous ai dit, on fait des lois d'Ohm. Donc ici, on va avoir UC. Ici, on va avoir UR. Attention à bien tout mettre en convention récepteur. Puisque on a un condensateur, on applique tout en complexe. Donc la loi des nœuds vous aurez donné I bar R égale à I bar C plus I bar moins. Ce qui nous permet de faire une loi d'Ohm sur l'impédance complexe correspondant au condensateur. Donc I bar R, ça va être égal à U bar R sur R. Et I bar C, tout simplement, U bar C sur Z bar C. C'est-à-dire U bar C fois JC oméga. Dernière étape, on applique les lois d'Ohm, les lois d'émail, pardon. Une maille, ça va d'une masse à une masse. Pour U bar R, on peut aller de la masse en dessous du générateur jusqu'à la masse qui définit mon potentiel, ma tension V-. Donc on va avoir V0 égale à UR plus V-. Donc UR, ce sera simplement V bar 0 moins V bar moins. Le tout sur R. Pour UC, eh bien on va aller de la masse qui définit
la tension V-, jusqu'à ma tension Vs. Donc on aurait V- qui va être égal à UC plus Vs. Donc UC, ça va être égal à V bar moins, moins V bar S, fois JC oméga. Il ne nous reste plus qu'à isoler V bar moins dans cette expression, fonction bien des données de l'énoncé, c'est-à-dire R, C, V0, la tension d'entrée, et Vs, la tension de sortie, ce qui vous donne, je saute les étapes de calcul, V bar moins, qui va être égal à V bar S fois JRC oméga, plus V bar 0, le tout divisé par 1 plus JRC oméga, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Voilà donc la méthode qui correspond à ce qu'on appelle la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, mais comme je vous ai dit en introduction, 2 autres vidéos vont suivre sur des exercices classiques sur ce thème des ALI. Je vous remercie.